Ah, mais tout le monde était sur moi. J'ai fait des selfies, je suis partout dans les EHPAD. On a pris des photos pour faire voir dans les EHPAD comment il fallait faire, qu'il n'y avait pas que la salle de bain et puis le canapé du salon, qu'il fallait se bouger les fesses. Donc, je suis partout. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Gaëtan et Paulette, âgés de 80 ans. Ce qui lie Gaëtan et Paulette, c'est un lien filial. Paulette est la grand-mère de Gaëtan. Au-delà de ce lien de sang, Gaëtan et Paulette sont liés par le goût du challenge, du dépassement de soi et l'envie de se réaliser dans des projets communs qui les sortent de leur zone de confort. Leur dernier projet commun en date, participer au Marathon des Sables Maroc qui s'est tenu à la fin du mois d'octobre dernier. Une aventure en autonomie alimentaire dans le désert du Sahara, sur des formats qui oscillent entre 70 et 120 km selon le choix des participants. Un projet né de l'esprit et surtout du cœur de Gaëtan, qui a proposé à sa grand-mère Paulette et également à sa maman de faire le grand saut dans cette aventure commune qui les a profondément marqués. Mais je ne vous en dis pas plus. Gaëtan et Paulette vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'âge de classe. Bonjour Paulette et Gaëtan. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui à Paris dans ce nouvel épisode de Course Épique. Vous avez fait bon voyage, vous êtes venu jusqu'à moi, donc merci. Super, on a pris le train avec Paulette. Le TGV. Une nouvelle, oui. Pas n'importe TGV. quel train. Une super expérience. On n'avait encore jamais vécu ensemble. Non, on n'avait pas fait ça. Ça a été, pour trouver les places, ça a été un peu compliqué de ce que j'ai compris. Ouais, les places assises, ouais. Mais... Il a bien fallu 5 minutes. Est-ce que vous êtes venus en boitillant un peu ou est-ce que vous avez bien récupéré l'un et l'autre là, de votre HMDS ? Ah ben moi, il n'y a pas eu de souci. Aucun problème, Paulette ? Non, aucun. Ok, et toi Gaëtan ? Physiquement bien récupéré, j'ai juste quelques soucis gastriques, comme beaucoup de participants. Il y a un petit virus qui a tourné, Ouais, c'est ça ouais. Après, moi, je ne sais pas si ça vient de la course ou d'avant. Donc, je récupérais, mais pas totalement. Bon, j'espère que ça va aller vite mieux. On enregistre cet épisode aujourd'hui, on est le 8 novembre. C'est les 100 ans de la naissance de Jacques Kilby, que vous ne connaissez probablement pas. Enfin, ça m'épaterait en tout cas. Il est il était ingénieur en électronique. C'est un Américain. Il a été inventeur de la calculatrice de poche. Donc pour commencer, j'ai un petit exercice de calcul à vous proposer pour célébrer sa naissance et les 100 ans de sa naissance. À la nuit tombée dans le désert, Gaëtan se dirige vers une oasis à proximité de son bivouac pour aller se désaltérer. Sur son chemin, Gaëtan croise 4 tigres qui portent chacun sur leur dos 2 hyènes. Celles-ci portent elles-mêmes chacune sur leur tête 2 petits rouges-gorges. Au total, combien d'animaux vont boire à l'oasis ? Il y a un piège, indice, il y a un piège. Alors... Je vous redis, sur le chemin, Gaëtan croise 4 tigres qui portent chacun sur leur dos 2 hyènes, qui portent chacune sur leur tête 2 petits rouges-gorges. 4 tigres, 2 hyènes. Oui, alors je fais le calcul, ça fait 16, 8, 4 et 28, si je dis pas de bêtises. Paulette, un avis sur la question ? Nul. Et ben en fait, la feinte, c'est que toi tu vas vers l'oasis, mais tu les croises en chemin. C'est-à-dire qu'eux, ils y vont pas. Donc en fait, il y a 0 animaux. Voilà, je vous ai un peu perdu à vous raconter. Tu t'es fait avoir. Ça se trouve, j'ai dit une grosse bêtise au niveau du calcul en plus. Donc, Ouais, en plus, je t'ai pas redit bien le truc la deuxième fois. Bref, en tout cas, Jacques Kilby, voilà, on est quand même content de lui avoir rendu. Super. Super hommage. Bon, je suis très heureux de vous recevoir en tout cas tous les deux aujourd'hui. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à votre aventure sur le Half Marathon des Sables au Maroc, je voudrais que vous vous présentiez l'un et l'autre. Je vous impose une contrainte, c'est de ne pas parler de sport à ce stade. Peut-être Paulette pour commencer. Sûrement. Où tu vis, où tu... Voilà, moi, je vis à Mâcon, dans un petit 2 pièces, sympa, avec un balcon. Ouais. Je suis pas très loin des bois, où je vais me balader, souvent. Ouais. Voilà, sinon, je suis souvent chez la maman de Gaëtan. Puisque on peut dévoiler le fait que tu es la grand-mère de Gaëtan, Je suis la grand-mère de Gaëtan, donc on a quand même une complicité tous les deux. Sur les 10 petits-enfants, je crois que c'est avec lui que je passe le plus de temps. Là, t'es officiellement le chouchou, Gaëtan. Non, tu savais c'est pas, ça ? Ah, pas le chouchou, pardon. Le plus de temps, d'accord. Le plus de temps, le plus de temps, et puis c'est peut-être... Oui, la complicité, elle est quand même grande du fait qu'on travaille un peu ensemble. Vous travaillez ensemble, ok. Oui. Tu peux nous en dire plus, Gaëtan, et profiter pour te présenter toi aussi. Ouais, moi j'ai 34 ans, donc je suis né à Mâcon, donc là où Paulette vit, mais on s'est vite séparés, expatriés du côté de Haute-Savoie.
aux alentours d'Annecy. Donc j'ai fait mon enfance, scolarité du côté d'Annecy, scolarité traditionnelle, un bac économie. Après je me suis orienté dans le sport, mais on ne doit pas en parler. Donc après on est revenu pour un projet professionnel de mes parents. On est retourné vivre du coup en Saône-et-Loire, donc plus proche de Mâcon, donc plus proche de Paulette. Et c'est dans ce cadre-là que mes parents ont monté un lieu de vie, donc on s'occupe de jeunes en difficulté. J'ai été sollicité et j'ai choisi de travailler avec mes parents pendant plusieurs années et je travaille toujours avec. Et Paulette a rejoint aussi l'équipe. Voilà, non, donc, moi j'étais pour la... J'étais déjà, oui. C'est moi qui ai rejoint l'équipe. Pour la formation, quand... Ouais. Donc en fait, toujours active, Paulette. Je suis ça y est, j'ai la retraite depuis le 1er septembre. C'est vrai ? 80 ans. Ah ouais, ça fait beaucoup de trimestres, ça, non ? Ouais, ça fait beaucoup. C'est nous qui lui avons imposé, parce que sinon, elle continuera encore. Je crois que je ne m'arrêterai pas, oui, c'est ça le problème. Pour te consacrer à ta carrière sportive, il faut dégager un peu de temps de travail. C'est ça. Mais c'était bien, c'était très bien. On a travaillé ensemble. Et oui, donc il y a ta maman aussi, Gaëtan, et donc ta fille Paulette, qui a participé aussi à l'aventure. Ouais, c'est quand même grâce à elle, parce qu'elle m'a quand même bien encouragée tout le long. Hein. Ouais. Oh là là, oui. Non, mais ça s'est bien passé quand même. Bah oui, c'est sûr. Tu vas nous raconter ça. Oui. Vous voyez quelle fréquence habituellement ? Tu disais que c'était le petit enfant que tu voyais le plus, c'est quasi quotidien. On le voit pratiquement tous les jours. Jusqu'à maintenant, oui. Maintenant, jusqu'à maintenant, ça va être un peu moins. Ouais, ça mais oui, c'est quasiment quotidien. Oui. Ouais. Paulette, quelle place avait toi le sport dans tes plus jeunes années, dans l'enfance, l'adolescence ? Est-ce que tu pratiquais étant gamine, beaucoup ? j'ai fait de la gymnastique, moi, de 7 ans à 17 ans. Et je suis tombée enceinte. À 17 ans ? Tout arrêté. D'accord. Ouais. À regret, donc ? C'est pas du tout un regret aujourd'hui, mais ça a quand même bien bousillé ma vie. Donc plus de sport ensuite, t'as mis ça entre parenthèses. Après, et puis mariage, seule déjà avec ma fille. Ça n'a pas été rien, 17 ans. Et puis à l'époque, la majorité était à 21 ans. Donc j'ai pris une bonne calotte là. L'accès au sport, c'était facile pour une femme à l'époque ? Est-ce que c'était... Ah non, c'était pas facile. Hein. Mais d'ailleurs, c'est ce que je disais à Gaëtan, je me demande toujours comment j'ai atterri à la gymnastique. Pour moi, ça a été super parce que c'était 10 années de sport, aussi bien humainement avec les copines. Il n'y avait que des copines, il n'y avait pas de copains parce que c'était bien séparé à l'époque. Ça a été 10 années formidables. C'était dans une logique loisir ou il y y avait un peu cette idée de compétition ? On faisait des concours. Hein. Moi, j'ai voyagé grâce à ça. C'est ce que je lui disais. J'étais à Saint-Nazaire, à Nantes, à La Rochelle. Et les premiers temps qu'on faisait des concours, on couchait dans le foin. D'accord. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous payer l'hôtel. Ça fait des souvenirs. Des souvenirs extraordinaires. Ouais. Ah oui. On reviendra sur la façon dont le sport et la marche notamment est revenu dans ta vie un petit peu plus tard. Gaëtan, pour toi ? Pour moi, j'ai baigné dans le sport. Mes parents nous ont appris rapidement des valeurs qui tournaient principalement autour du sport. Tout ce qui était le respect, le dépassement de soi, la discipline. C'est des notions qui nous ont répétées et qu'on a gardées encore aujourd'hui. Rapidement, moi, j'ai mon frère qui joue au foot, qui a joué au foot sur Annecy à assez haut niveau. Il a joué en équipe nationale. Et du coup, les entraînements de foot 3 fois par semaine. Donc, c'était une histoire de famille aussi parce qu'on se déplaçait, fallait faire la route. On allait tous à Annecy. On passait nos semaines à Annecy. Après, moi, j'ai commencé le foot à un plus petit niveau, mais pareil, j'ai sur les traces de mon frère, compétition, toujours être meilleur. Et moi, je me suis vite orienté dans un autre sport qui est le motocross. Une passion d'enfant ? Ouais, une passion d'enfant. Mon père a toujours aimé la moto de route, toujours aimé bricoler aussi un peu tout ce qui était motocross, moto de route. Sauf que c'est un sport qui demande beaucoup de moyens. Donc mes parents ont tout mis en œuvre pour qu'un jour je puisse faire de la moto. Donc arrivé à 12 ans, première moto et le début d'une aventure qui m'a suivi jusqu'à maintenant, quoi. Et donc beaucoup de compétitions là aussi ? Ouais, 15 ans de compétition, c'est pareil, le motocross c'est un sport où on se déplace énormément, donc c'est un sport où on passe beaucoup de temps sur la route avec les parents. C'est un sport à part où on crée des liens vraiment différents par rapport à d'autres sports. On a besoin des parents, c'est pas comme le foot, on peut se faire emmener par les copains. Là, la moto c'est vraiment, si on n'a pas les parents, on peut pas le pratiquer. Et du coup, je pense que ça a permis de créer des liens encore plus forts et toujours tourner vers le sport, quoi. Donc c'est... T'as le souvenir que tes parents t'accompagnaient avec plaisir dans cette démarche-là, dans cet investissement finalement ? L'accompagnement, il a été plus en présentiel avec mon père, qui lui était plus présent sur les courses, entraînements, parce que j'avais plus besoin de lui pour ces moments-là. Pendant que ma mère était plus au boulot, on va dire, elle aurait bien voulu être avec nous plus souvent, je pense, mais il fallait bien gagner notre vie pour pratiquer un sport très, très coûteux. Donc chacun a eu sa présence importante à sa façon, quoi.
Est-ce que tu avais cet esprit de compétition depuis tout petit, là, le fait d'avoir un grand frère, j'imagine que ça crée une certaine forme d'émulation. Ouais, c'est la vision positive des choses. Je pense que je suis bien plus compétition que mon frère. Ouais. Moi, j'ai toujours, quel que soit le sport que je fais, je veux performer en fait. Quand je joue au foot, j'étais pas aussi bon que mon frère, mais j'avais toujours l'objectif de tout donner sur le terrain. Et je me rappelle sortir en pleurant de certains matchs parce que je voyais mes coéquipiers ramasser les pâquerettes et c'est quelque chose qui me rend hors de moi. Donc, Paulette, t'étais obligée de le laisser gagner au Monopoly à chaque fois, la Gaëtan? Non, mais moi, j'ai jamais joué à des jeux comme ça. Ok. Non, j'ai horreur de ça. Non. C'est vrai qu'avec mes petits-enfants, ils n'ont pas eu cet avantage. Non, je suis pas une mamie confiture, je suis pas une mamie je suis pas... Mais je suis autre chose. Donc ouais, très, très compétiteur. Je confirme qu'il pleurait en sortant des matchs quand il perdait. J'ai une photo. Et donc ouais, la compétition, la moto, comme tu as continué à évoluer, tu as pratiqué à des niveaux qui commençaient à devenir assez sérieux et des belles compètes. Ça a exacerbé aussi cette... Oui, j'ai fait compétition régionale, après compétition nationale et j'ai même eu la chance internationale en participant au Supercross de Genève. Donc ça, c'était un peu... un rêve, quand j'ai commencé la moto, Supercross de Genève, ça correspond à une des plus grosses courses au monde. Donc oui, j'ai eu cette chance de réaliser un rêve dans mes dernières années de compétition. Donc à mon niveau, c'était un rêve extraordinaire. Ouais. Paulette, de ce que j'ai compris, la marche à pied est arrivée dans ta vie de façon un peu plus soutenue à la quarantaine, c'est ça? À la quarantaine, à la suite d'un divorce. C'était quoi le contexte dans lequel c'est arrivé? Ça a été bizarre parce que j'étais pas bien. J'allais chez le médecin, il me donnait des cachets. Et puis un jour, il me dit la Paulette, moi je commence à en avoir ras-le-bol. Il me parle souvent à la troisième personne. Il me dit tous ces cachets, ça sert à rien. Elle ferait bien mieux de faire le tour de sa maison et puis de se prendre en main. Ça m'a secoué, mais d'une force. Mais finalement, je l'ai fait. Tu as accepté tout de suite là cette idée? Tu as entendu à Mâcon, il y a le parcours à papa, un parcours de santé qui fait 1,7 km. Je suis partie, j'étais pas capable de faire 500 mètres au début, en courant, je dis bien. Et puis après, je me suis pris au jeu et puis je courais. Quel bénéfice tu trouvais? Que du bonheur. Mieux dans la tête, mieux dans le corps. Mieux dans la tête, mieux dans le corps et oui, tout. Et puis après, toutes les grandes randos que j'ai pu faire, je les ai faites. Et puis le dimanche matin, parce que je travaillais forcément, je me posais pas de questions, j'allais marcher, puis c'était tout. Alors j'ai fait des 30 km, 40 km, 50 km, 64 km. J'ai fait des grandes randonnées. Mais moi, ça m'a beaucoup amené. Toi, Gaëtan, donc, tu as arrêté de façon assez soudaine la moto pour décider en tout cas pour t'orienter un peu plus, en tout cas c'était l'occasion de te consacrer un peu plus à la course à pied. Tu avais déjà pratiqué quand même, tu as des souvenirs d'enfance, de course à pied, j'imagine, mais là ça a été beaucoup plus présent dans ta vie à ce moment-là. Ça a commencé en primaire, en CM2, où on avait déjà un cross de primaire, CM2 avec les 6e, que j'ai remporté. Et les années ont suivi, j'ai remporté 5e, 4e, 3e, alors que c'est pas un sport que je pratiquais, je faisais du foot à cette période-là. Je pense que j'avais déjà mentalement besoin de gagner. Et c'est uniquement ça qui faisait la différence, je pense. C'était pas mes jambes ou mes capacités, je pense pas avoir des capacités hors normes. Je pense que mentalement, j'avais besoin de gagner. La force du mental pour y arriver. Ça, ouais. La première course à laquelle tu as participé, ta vidéo, on peut le dire, là, pour la toute première, le premier dossard que tu as épinglé en course officielle, un peu plus tard dans ta vie, là, quand tu as repris plus tardivement? Plus tardivement, alors de mémoire, j'avais offert, je crois, un semi-marathon à ma mère. C'est de là que c'est un peu parti. J'avais offert un semi-marathon à ma mère à Mâcon. On traversait un peu une période difficile. On avait appris la maladie de mon père, donc un cancer. À partir de là, il y a eu pas mal de chamboulements. Et à cette période-là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez hop, on va faire un truc à deux. Et ça, c'était ma première course. Un super souvenir, j'imagine. Ouais, super. Ma mère heureuse, moi heureux, on a fait ça ensemble. Premier dossard, c'était une sensation nouvelle. J'ai vite compris que la route, c'était pas quelque chose qui allait durer, mais super sensation et un bon souvenir. Ouais. Tu t'es ouvert donc ensuite au trail, c'est là où la distance a été assez importante pour une première, on peut le dire? C'est ça, oui, tout de suite 72 km. Direct sans préparation, je dirais, parce que j'ai un ami qui, pareil, vient de la moto, comme moi, qui a arrêté à peu près à la même période que moi, et il préparait l'UTMJ les 110 km. Dans le Jura, donc? Dans le Jura, c'est ça. Et moi, c'était la première édition. Et moi, quand il m'a dit ça, je me dis ok, c'est cool. 72 km, ça t'a pas fait tilter?
Ça te paraissait atteignable? Bah non, je me suis dit, un mois ou deux, je me suis dit, je vais lui faire la surprise, il reste des places. Plutôt que l'accompagner en tant que Camille qui va au ravitaillement, parce qu'à l'époque, je connaissais même pas le système de ravitaillement, je me suis dit, je vais la faire en fait. Je vais faire le 72, je vais peut-être pas faire le 110 quand même, mais... Et du coup, j'ai foncé sur le 72, zéro équipement, zéro connaissance du trail. Je me rappelle la veille de la course, son père qui me dit mais le mur des 30 km, faudra faire attention. Mais je lui ai dit mais de quoi tu me parles? Je ne savais absolument pas dans quoi je me lançais. Il y a dû y avoir plusieurs murs, effectivement. Là. Eh ben non. Pas tant que ça? Ah ouais? Non. Sans prépa spécifique? Non. J'ai adoré. J'ai passé un super moment. J'ai eu vraiment du mal à finir à cause des douleurs articulaires au genou. Mais physiquement, j'ai passé j'ai géré, quoi. J'ai géré comme il faut pour une première. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai passé un super moment. Et t'as tout de suite eu envie de raccrocher d'autres dossards ensuite? Ouais. Bah tout de suite, non. On a toujours cette petite période où on dit plus jamais. Mais rapidement, quelques heures après ou le lendemain matin, okay. c'est revenu très rapidement. Ouais. Paulette, est-ce que tu as déjà été encouragée, toi, Gaëtan, sur des courses? Non, ça s'est pas trouvé que j'étais là pour les courses. Le semi-marathon de Mâcon, j'y étais. Mais sinon, les autres courses, non, j'étais pas là. Bientôt, peut-être? Peut-être, oui. Il a l'air d'être mordu, là, ça y est, oui, il est tombé dans la marmite. Maintenant que je suis à la retraite. Oui. Et puis l'inverse, ce sera peut-être possible aussi, Gaëtan. Et pour sa défense, j'ai pas fait beaucoup de courses à proximité. Je me suis tout de suite lancé dans des choses assez affreuses, comme tu dirais, assez loin. Donc c'est vrai que c'était pas... On allait en Suisse, on allait... Il est comme sa grand-mère, il va au bout du bout. C'est bien. Gaëtan, pour en finir sur toi et ta pratique et ton rapport à la compétition, ce qui te motive là, pour aller sur une ligne de départ, c'est quoi? On va dire que j'ai traversé une période assez difficile ces derniers mois, difficile en termes de course à pied. C'est que je me suis lancé des objectifs, je pense, un peu durs. Il y a eu moins de plaisir que prévu, parce que j'ai fait des UTMB qui étaient assez difficiles pour commencer. Et en fait, c'est le marathon des sables qui, je pense, va me relancer, parce que j'y suis allé pour le plaisir, sans me dire tel objectif, tel temps. J'y suis allé que pour le plaisir, pour me relancer. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai envie de repartir courir et de profiter un peu plus, de chercher plus de courses plaisir que j'ai pu trouver au Marathon des Sables, tout en ayant un objectif de résultat quand même au fond de moi, parce que compétiteur forcément, mais quand même aller chercher un peu plus de plaisir quand c'est compliqué, ouais. C'est ça qu'il faut que j'arrive à trouver. Et moi, ce que j'adore, c'est l'adrénaline du départ, de se retrouver. Ça me rappelle un peu le motocross. On se retrouve tous derrière une grille de départ. Là, c'est derrière une ligne de départ. Ça part peut-être un peu moins vite sur une course. Ouais. Il y a un peu moins d'engagement sur les 100 premiers mètres. Il y en a qui partent très vite. Ouais. On reviendra là tout à l'heure plus spécifiquement sur la course, le HMDS Maroc, qui s'appelle d'ailleurs Marathon des Sables Maroc, là, qui a changé de nom il y a peu. Toute la galaxie des courses du réseau HMDS sont devenus les Marathons des Sables avec le nom du pays. Et puis le Marathon des Sables, le format long est devenu Marathon des Sables Legendary. Donc voilà, je l'appellerai peut-être alternativement un peu entre les deux par réflexe encore HMDS. Donc voilà, on aura l'occasion d'y revenir plus spécifiquement tout à l'heure sur votre préparation, comment vous l'avez vécu. Quelle place aujourd'hui, là, de manière générale, la course à pied, elle tient dans votre vie, la course à pied, la marche? Paulette, toi, dans un quotidien... tous les jours, pratiquement. Tous les jours, oui. Encore hier matin, ce que je lui disais, il faisait pas beau entre deux trucs. Je suis partie marcher avec mon chien. J'ai fait 8 km, Moi, c'est vital, en fait, maintenant. Tu pars toute seule ou ça t'arrive de partir avec des copines, ouais. S'il faut attendre Pierre, Paul, Jacques, non. Ça me gonfle. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, alors moi, je pars. Puis c'est tout. C'est aussi ça qu'on aime de la course à pied, c'est sa flexibilité, la liberté. Puis même cette solitude dans les bois, je suis super bien, moi. Je marche, je pense à plein de choses. Je me refais une vie. C'est fou, hein. C'est puissant, oui. Ouais, oui, c'est puissant, c'est vrai. Et toi, Gaëtan? C'est compliqué comme question. Moi, j'ai tendance à... J'aime tous les sports. Et en fait, le souci avec le sport comme la course à pied, c'est que quand on a envie de performer, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai envie de performer à mon échelle. J'ai envie de performer. Donc ça prend énormément de temps. J'ai un fils qui a 1 an et demi maintenant. Donc c'est vrai que ça prend du temps aussi. J'ai une vie professionnelle qui est assez prenante aussi. J'ai envie de continuer, mais je pense que je vais pas faire ça indéfiniment. C'est pas parce que j'ai pas envie, mais j'ai envie de découvrir aussi d'autres sports. La course à pied, ça reste toujours un moyen de se préparer pour n'importe quel sport. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais ralentir pour m'orienter dans d'autres sports. Actuellement, il y a le tennis qui me botte bien.
J'ai fait un peu de badminton. Donc ouais, je pense courir encore quelques années, hein, mais je sais qu'à un moment donné, j'arrêterai pour faire autre chose. Retraite internationale. Ouais, c'est bientôt. ça. Fin de carrière. Merci à tous les deux pour cette introduction. On va passer maintenant à la rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions que je vais poser à chacun de vous successivement. La première, peut-être pour toi, Paulette, le moment qui a changé ta vie pour toujours. C'est Sylvie, ma fille aînée, quand j'ai été maman. Ça a tout bouleversé. 17 ans, c'est ça, tu disais 17 ans, je suis tombée enceinte. Donc, ça a bouleversé ma vie, oui. Sylvie, qui n'est pas ta maman, Gaëtan. Et en plus, la majorité, c'était 21 ans, donc je faisais partie. C'était pas bien vu. Papa inexistant. Hein. Donc, ouais, j'ai passé un sale moment, là, quand même. C'était quoi, là, les contraintes? Le fait de ne pas être majeur, ça t'empêchait de toute initiative? Toute initiative. Hein. J'étais chez mes parents, je faisais pas ce que je voulais. Même pour ma fille, c'est eux qui décidaient pour tout. C'était pas un moment très agréable pour moi. Et si vous voulez, ma fille, c'était ma fille. Hein. Mais alors avec elle, j'ai plus joué à la poupée que je n'ai pas... Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais 17 ans, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai aimée, mais pas de la même façon qu'on aime plus tard. À quel moment tu as pu t'émanciper là, du foyer familial? Oh là, c'était très dur. Finalement, je suis tombée pour m'enfuir, je suis tombée sur un mec qui m'a embarquée. Et puis, ça n'a pas été le bon choix. Donc, finalement, je suis partie avec 2 enfants de plus. Donc, j'en avais 3. La puce, donc la maman de Gaëtan, elle avait 4 mois. Ok. Et je suis partie, je faisais partie de ces femmes battues, mais à l'époque, c'était... On n'en parlait pas. Et puis, l'erreur que j'ai faite, c'est de retourner chez mes parents, avec mes 3 enfants. Alors, à nouveau, j'étais encore sous l'emprise. T'étais jeune, enfin encore... J'avais la vingtaine. 21 ans, Ouais. 21 ans, 3 filles. Voilà. C'était pas facile, je travaillais à l'hôpital à l'époque, j'avais trouvé du travail. C'est mes parents qui s'occupaient des petites, mais moi, je n'avais pas trop mon mot à dire, quoi. À quel moment ça a pu se normaliser? Eh bien, j'ai connu le papa de mon fils. Et puis, c'est lui qui m'a libérée, c'est le cas de le dire. Il m'a pris avec le paquet, les 3 filles. Puis, on est allé vivre dans un petit appartement, ça a été bien. Après, j'ai eu mon fils. J'avais 28 ans, donc là, j'étais vraiment une femme. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil. On les aime tous, ces enfants, mais pas pareil. Parce qu'à 28 ans, vous êtes plus responsable, vous pensez à la maladie. Moi, mes filles, je ne pensais pas qu'elles pouvaient être malades. C'était, voilà. Quand vous avez 17 ans, 18 ans, vous ne pensez pas à tout ça. Mais je les ai aimées, mais pas de la même façon. Voilà. Et puis après, avec le papa de Rodolphe, il était super sympa, il travaillait, il faisait partie du rugby, donc on a baigné dans le rugby. J'étais à tous les matchs, tous les dimanches, c'était la grande balade du dimanche. C'était bien, hein. Je ne vais pas dire que c'était pas bien. Et puis un jour, j'en ai pris un petit peu marre, on n'avait pas les mêmes idées du tout. Moi, je pensais à autre chose. Et puis voilà, on s'est quittés, mais on s'est quittés en bons termes. Et puis c'est là que ma vie a commencé avec la marche, avec toutes les randos, tout ça. Et puis voilà, une autre vie. Avec donc tes enfants qui avaient la vingtaine à ce moment-là? Pas tout à fait, hein. Florence était plus jeune, elle n'a encore pas fait ses études, elle était jeune encore. Et puis mon fils était jeune, il avait 10 ans. Mais bon, je me suis bien débrouillée. Hein. Ça s'est bien passé. J'ai bossé, j'ai fait de tout. J'étais vendeuse, femme de ménage, employée de maison, repasseuse, j'ai tout fait. Mais j'y suis arrivée. Donc ce tempérament-là qu'on entend, et cette force de caractère, c'est quelque chose que tu avais en toi ou c'est finalement ta vie qui a donné ça? Parce que il paraît que j'étais pas pareille que les autres. J'étais une petite fille assez espiègle, qui se mêlait de tout, qui voyait tout, qui entendait tout. Et moi, très vite, j'ai su des choses que mes frères et sœurs ne savaient pas. Si vous voulez, j'étais un petit peu l'enfant que... On va pas encore lui dire, parce qu'elle m'a encore répété, gna 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 gna, j'étais... Voilà. Mais dans ma tête à moi... et puis, à un moment donné, on se fichait un petit peu de moi, que j'étais petite. Et un jour, ma sœur est née, et puis même ma mère. Elles m'ont dit, oh, mais tu vas voir, quand tu seras vieille, tu pourras même plus marcher, tu seras toute tordue. Et tu n'auras pas d'argent pour t'acheter des bâtons. Tu marcheras avec les pics-feux. Donc, toute courbée. Sympa tout ça, d'entendre ça là. Ça m'est resté gravé. Et croyez-moi que quand j'ai fait le marathon des sables, j'y ai pensé plus d'une fois. J'ai dit, tiens. On en reparle. J'ai ma revanche. Et puis voilà. Et moi, je vais toujours au bout de ce que je peux faire. Et puis, c'est vrai que je disais à Florence, des fois, voilà, j'ai un petit peu les jambes qui flageolent. Et Florence me disait, oh maman, on n'est pas là pour ça. Tu prends tes jambes à ton cou et on y va. Et on repartait, voilà, c'était parti pour le... Même tempérament que Florence, ta fille?
Florence a le même tempérament que moi. Ouais. Elle est partout à la fois. Oui. On lâche pas l'affaire dans la famille. C'est ce que je dis souvent. J'ai 3 filles, mais j'ai une vraie fille parce qu'elle est comme moi. Elle est partout à la fois. Elle fait tout. Ça fait un peu d'électricité, ça, ou pas? Non. De caractère si proche. Gaëtan, il dit un peu non de la tête. Ouais. Même avec Gaëtan, hein, on se prend la tête. Hein. Ok. Ouais, on se prend la tête tous les deux, mais on s'aime. Ça finit toujours à la bien. sortie, c'est ça, il y a de l'amour. Alors donc après, c'est bon. On se dit les choses. Hein. C'est bien de se dire les choses. Ouais, c'est électrique, hein, je Gaï, confirme. gaï. Ouais, j'ai pas ma langue dans la poche non plus, donc... C'est cacaille. Toi, Gaëtan, un moment qui a marqué ta vie, bousculé ta vie? C'était en 2 étapes, quand on a appris la maladie de mon père et le décès de mon père. Première étape, je dirais, moi, je suis ultra positif. C'était difficile d'y croire. Et d'ailleurs, je pense que j'y ai jamais réellement cru. Et j'ai toujours été positif pendant sa maladie en disant qu'il allait s'en sortir, quoi, qu'il allait réussir à vaincre la maladie. On voit toujours en son père un super-héros qui arrive à tout réussir et à tout vaincre. Et du coup, la grosse baffe, ouais, c'est le décès, quoi. Et à partir de là, ça a remis pas mal de choses en question. T'avais quel âge à ce moment-là? Donc c'était il y a 4 ans, 30 ans. J'étais plus un gamin, mais la relation qu'on a construite via le sport, entre autres, je bossais aussi avec eux. Donc c'était au quotidien qu'on se voyait. Plus les années sportives, c'était compliqué. Et du coup, ça a bouleversé pas mal de choses. Et d'un côté, je peux dire qu'il y a eu du bon, parce que ça nous a tous rapprochés. Mon frère s'est rapproché de nous. Les relations étaient différentes, même au niveau de mes tantes, donc les sœurs à Florence, à maman. Je sens qu'il y a eu des choses qui ont changé et le décès de mon père a apporté des choses différentes qui aujourd'hui sont bonnes, quoi, comme quoi des fois voilà, les choses peuvent évoluer. C'est dommage qu'on attende ce genre d'événements, quoi, mais voilà, il y a eu du bon à tirer de cette tragédie, quoi. Question un peu plus légère, le talent que vous aimeriez avoir l'un et l'autre? Ah ben moi, le talent que j'aurais voulu avoir, c'était en gymnastique. J'étais pas souple. Ah, ça aide pas, ouais. Voilà, alors ça m'a quand même bien... Mais j'aurais voulu faire une carrière sportive dans la gymnastique, ça m'aurait plu, moi. Mais j'avais pas cette souplesse. Quand je revois des photos, j'étais plutôt raide. Mais bon, c'était... Voilà, mais j'aimais ça. Si j'avais eu la souplesse, j'aurais aimé continuer tout ce qui était poutre, le sol, tout ça, j'ai adoré. Je suis en admiration quand je vois de la gymnastique à la télé. C'est fascinant. Et j'ai une petite fille qui a été prof de gym et ça m'a bien plu tant qu'elle faisait ça. Parce que je voyais en elle ce que j'ai pas pu faire. Parce qu'elle était souple. Comme quoi. Gaëtan? Et ben moi, ça serait la mémoire. Ok. J'ai des gros Comment je problèmes de m'appelle, tu te mémoire. souviens ou pas? Ouais, ça va revenir, ça. Non, j'ai vraiment au quotidien, on se fout pas mal de moi. La mémoire à long terme ou la mémoire plutôt immédiate? Les deux. Ok. Il y a des choses très importantes que j'oublie, des dates. Je me dis que je vais faire quelque chose, dans la seconde d'après, j'ai fait autre chose, j'ai oublié de faire la chose que je devais faire, qui était importante. T'as coupé le feu là sous le lait, la casserole de lait ce matin en partant ou pas avant le train? Non, j'ai tout vérifié, ouais. C'est tout bon, je vais rentrer en sécurité. Non, c'est marrant. Ça peut être handicapant mais aussi. Mais c'est très chiant, ouais. Donc la mémoire. Je confirme. Combien de fois t'as oublié l'anniversaire de Paulette? Beaucoup? On a des alarmes maintenant sur les téléphones. Ah. Maintenant, sur Facebook. C'est de la triche. Ouais, c'est de la triche. Heureusement. Dernière question pour vous deux. L'accomplissement qui vous apporte le plus de fierté, qu'est-ce qui vous rend fier de vous? Ce qui me rend fier de moi, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Et mes arrières. Ça en fait une belle lignée. Ça fait du monde. Toi, tu dois être pas mal fier de ta grand-mère aussi. Ah oui, forcément. C'est pareil, ça fait quelques années qu'on passe plus de temps ensemble. Donc quand je vois ce qu'elle est capable aujourd'hui et à quel point elle nous a soutenus dans les périodes difficiles, ouais, je suis fier. Je suis fier de la famille, je suis fier de Paulette. Et non, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci pour ce beau moment, tous les deux. On va parler de votre course, on va rentrer, on va plonger dans le désert, le Sahara. Vous êtes prêts? Ça va nous réchauffer un peu là? Oui, ça. Ouais, ça va nous faire du bien. Bien. Pour donc présenter la course très brièvement pour nos auditeurs, donc le HMDS Maroc, donc nouvellement Marathon des Sables Maroc, se réalise en autonomie alimentaire, donc il se tient au cœur du mythique désert du Sahara, sur les traces du Marathon des Sables. Le Sahara est donc le plus grand désert chaud du monde, étendu sur 8 millions de kilomètres carrés, il traverse 10 pays, il dispose d'une variété de paysages incroyables dont vous allez nous parler. Plaines, collines, sables, roches, oasis, djebel, il y en a dans tous les sens.
Au programme donc de ce MDS Maroc, 3 étapes pour un total de 70, 100 ou 120 km selon la formule choisie par chacun. Donc le kilométrage se répartit comme suit sur 3 étapes. Donc la première fait entre 25 et 30 km, la seconde 20, 40 ou 60 et la troisième 25 à 30 km environ. Vous avez passé 4 nuits au cœur du Sahara sur le bivouac, ainsi que 3 nuits dans un hôtel ensuite à Ouarzazate. Quelques chiffres clés à avoir en tête sur la course pour nos auditeurs. Donc les barrières horaires se veulent larges avec une vitesse minimum autorisée de 3,5 km/h, donc ce qui fait que c'est une course qui est accessible notamment quand on pratique essentiellement la marche. C'est une course qui est tout à fait possible de terminer, qui n'en reste pas moins difficile, mais en tout cas qui est accessible. L'allure moyenne au half-marathon des sables est de 5,5 km/h. Il y a un peu plus de 50% de femmes, 52% pour être exact. L'âge moyen, c'est 42 ans et 98% de finishers. Voilà, donc tout ça, le HMDS, c'est la promesse de paysages exceptionnels en immersion totale dans le désert, des rencontres, de l'émotion pour une aventure qui dépasse évidemment le seul cadre sportif. Je pense que vous aurez l'occasion de vous dire que c'est une expérience humaine dans laquelle on va puiser physiquement, mentalement, mais c'est aussi des rencontres, du partage, on se prouve beaucoup de choses aussi. Donc j'ai hâte d'entendre votre récit. Avant ça, j'ai encore un petit jeu, Paulette. C'est pas du calcul cette fois-ci, c'est un vrai faux. Dans le cadre de la question qui pique, c'est une rubrique du podcast. J'ai 4 questions qui vont concerner le Sahara. Vous pouvez vous concerter, vous jouez en équipe, on se serre les coudes. Première question qui va probablement vous faire marrer. Des tempêtes de sable dans le Sahara, parce que je crois que vous avez eu cette chance d'en vivre une bien jolie. ont déjà transporté du sable jusqu'en Amazonie. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Possible ou pas? Moi, je pense. Moi, je dirais que oui. Oui. Absolument. Effectivement, c'est déjà arrivé. Puis ça a pour effet de fertiliser la forêt tropicale avec des nutriments du désert. Donc en plus, ça peut donner un petit coup de pouce à l'Amazonie. Deuxième question, bravo. Le Sahara n'a pas toujours été un désert si on remonte loin dans le temps. Vrai ou faux? Bon, moi, je dirais que oui, ça n'a pas forcément toujours été un désert. Tu penses? Moi, comme toi. Paulette est d'accord. Vous avez à nouveau raison, puisqu'il y a environ 10 000 ans, le Sahara était beaucoup plus vert et habitable. Il abritait des animaux sauvages tels que des éléphants et des hippopotames. Je ne suis pas certain que vous en ayez vu là. C'était peut-être plus vipère à bosse et scorpion que hippopotame. Non, vous n'en avez pas vu? Dromadaire, évidemment. Ouais, mais pas de scorpion. Il y en a qui ont vu des serpents. Les vipères à bosse, il vaut mieux pas trop les voir, je pense, de près. Moi, je suis pas très fan des serpents. Troisième question, attention, un petit jeu de mots, c'est une question un peu plus experte pour les pratiquants de trail. L'organisation de la course réfléchit à lancer une nouvelle édition pour 2024, le Dune TMB. Donc là, vrai ou faux? Ouais, vrai ou faux? Le Dune TMB. Non, c'est faux. C'est une référence à l'UTMB, c'est évidemment n'importe quoi. 3 sur 3, franchement, bravo. Ouais, c'est bien, il reste une question, j'ai foi en vous. Le Sahara peut être incroyablement silencieux à tel point que ce désert est utilisé par les scientifiques pour calibrer les équipements audiosensibles. Moi, je dirais faux. Moi, c'est marrant, je dirais vrai. Toi qui as plus souvent raison ou c'est moi? Je sais pas. Voilà, là, ça pourrait déraper. J'attendais justement un petit... Allez, je vais dire que tu as raison, Paulette. Il faut toujours écouter sa grand-mère, voilà. Absolument, c'est vrai. Tu vois. Le Sahara, effectivement, il est utilisé pour calibrer des équipements tels que des microphones spatiaux ou des capteurs sonores de haute précision. Incroyable, hein? Vous en avez profité du silence pas trop sur le bivouac? Non, si, ça allait le soir quand même, c'est calme. Hein. Non, c'était super. Ouais, c'est calme. Les nuits sont calmes. Enfin, de notre côté, c'était bien. Toi, tu allais... Ah, toi, tu virevoltais, tu papillonnais un peu plus sur le bivouac? Oui, j'ai jamais fait bien tard, mais on a profité des nuits calmes quand même. Ouais, c'était bien. Écoutez, bravo, ça a rapidement tourné en votre faveur avec cette question qui pique. Je suis fier de vous. Ni d'une, ni deux. Je vous propose qu'on parle maintenant de votre course épique. Cette idée, elle est née comment? Qui a eu l'idée qu'il se dénonce tout de suite? Ça vient de quel cerveau? Je crois bien que c'est moi. C'est Gaëtan. Il y a combien de temps? C'est le soir de mes 80 ans, le 4 janvier. Enfin, c'était le 6 ou le 7 janvier. Ouais, mais c'est parti d'avant. C'est vous qui... Moi, j'étais pas au courant. J'ai découvert cette épreuve via les podcasts, donc Course Épique. Vu que je commençais le trail, j'avais envie de progresser rapidement. Je me suis mis à écouter des podcasts. J'ai suivi des athlètes qui l'avaient fait. J'ai entendu ce podcast, alors je ne me rappelle plus d'où ma mémoire sélective, ce podcast où tu suivais plusieurs personnes qui le faisaient, dont un papa et sa fille. Ouais, Frédéric de la Nouvelle. Voilà. Absolument, et Cécile, sa fille. Et je me suis dit, mais en fait, ça semble accessible, donc j'ai commencé à me renseigner un peu plus. Donc je suis tombé sur la moyenne de course de 3,5. J'ai commencé à le questionner sur leur périple, parce qu'elles ont fait beaucoup de marches, donc j'ai commencé à questionner leur périple pour savoir si c'était jouable. Et j'ai vite compris que oui, c'était jouable. Donc on en a parlé avec les cousins, j'ai
J'ai proposé ça. Tout le monde n'était pas forcément chaud, mais j'ai réussi à avoir le dernier mot. Et puis voilà, pour les 80 ans, surprise. Ils voulaient m'envoyer en Thalasso, les autres. 2 salles, 2 ambiances. Comment t'as réagi toi, Paulette? T'as dit oui tout de suite? Quand il est venu vers moi, qui m'a fait voir la feuille, c'était une grande feuille. Et puis il m'a dit, voilà, c'est... je lui ai dit, tu crois que je peux le faire? Tu m'as dit, oh oui. Puis après j'ai regardé, j'ai dit 70 km, c'est faisable. C'est faisable. J'ai dit oui tout de suite. Et ta maman? Pour ma maman, j'étais plus confiant. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, ouais. C'était Toujours plus le débat était plus de si elle venait. Elle restait avec moi. Elle restait avec Paulette. Et donc, moi, ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait bien parce que l'aventure dans le Sahara avec Paulette et maman, c'était super idée, mais j'avais quand même envie de faire la longue distance. Donc pour moi, ça me permettait de faire les deux, de passer un moment en famille. Et de te donner sur les étapes pleinement. Voilà, c'est ça. Paulette, de ce que j'ai compris, de ce que m'a dit Gaëtan, tu entretiens un lien assez particulier avec le Maroc. C'est un pays que tu aimes beaucoup visiter. Oui, ça fait 20 ans qu'on va au Maroc avec Florence. On a commencé par des petites... avec une agence, hein. Et puis, on avait fait le Moyen Atlas, on avait fait le Haut Atlas. Moi, j'ai fait le Toubkal, 4107 mètres. J'étais la plus vieille déjà à l'époque pour faire ça. Après, quand on a monté le lieu de vie, Florence, elle a décidé que tous les ans, on emmènerait les enfants au Maroc pour leur faire voir qu'il y avait encore pire qu'eux, quoi. Parce que là-bas, il y a quand même des petits malheureux. Alors, on faisait un peu d'humanitaire, on emmenait, on profitait du voyage où on allait marcher, parce qu'on allait chez l'habitant. Et l'habitant, le jeune, il était guide. Alors donc, lui, il nous emmenait promener, mais par contre, on vivait chez lui. On mangeait avec eux, on couchait chez eux. Voilà, c'était super, hein, tous les ans. Et on allait, alors tous les ans, porter des vêtements, pour l'école maternelle, on emmenait des cahiers, des crayons. Les gamins nous attendaient, mais comme le Messie, c'est le cas de le dire. Ils nous accueillaient en chantant en anglais, parce qu'ils sont forts, hein, les gamins là-bas. En berbère, en marocain, enfin, c'est des gamins ils connaissent le français. Ah, ils sont doués, les mômes. Hein. Et donc, on a lié l'humanitaire avec notre petite balade. Votre rituel familial. On a bien voyagé. Et puis avec Florence, on a bien ri parce qu'on vivait comme eux. C'est-à-dire, on courait après les tout petits taxis, pas les taxis, les vrais taxis, des faux taxis. Alors, on montait avec tout le monde, on était je sais pas combien dans un taxi. C'était marrant. Des super souvenirs. C'est des super souvenirs. Votre marathon des sables, il a démarré quand là, on est toujours début janvier, là, Paulette, tu as signé dès demain. À partir de quand ça a commencé à devenir une réalité? Donc les tout premiers moments de réfléchir à la préparation. Ah mais j'ai rien réfléchi du tout, moi. Mais Gaëtan, il me disait, il disait à tout le monde, mais elle prépare rien, elle s'occupe de rien. Je confirme. C'est vrai, hein, on n'a rien préparé. Hein. Moi, c'est 8 jours avant que j'ai dit, tiens, il faudrait peut-être ça. Mais je suis partie, mais pouf. Tu t'es reposé sur Gaëtan là-dessus? Bah oui, un peu. Alors Beaucoup. lui, par contre, il nous a donné de la nourriture pour 15 jours. Hein. Il fallait prendre ça. C'était 2000 calories par jour. J'avais beau lui expliquer que moi, je ne mangeais pas comme ça. C'est 2000 calories par jour parce que s'il vérifie, il faut 2000. Alors j'avais un sac qui était bandé, 9 kilos. C'est de notre faute. L'appareil à raclette, tout ça. Ça y est, c'est moi qui... 9 kilos, mon sac. Ouais. Tout le monde m'a dit qu'il était trop lourd, que c'était le plus lourd. Alors pour ma défense, moi je me suis fait engueuler pour 9 kilos sur un marathon des sables. Alors sur un half, j'imagine, c'est lourd. J'ai respecté ce qui était marqué sur le règlement. Ah bah toi, t'as tout bien respecté, hein, voilà. Ça c'est sûr. Tout bien respecté. Mais bon, c'était trop bien. Et physiquement, est-ce que tu as un peu accru quand même les séances de marche? Ou tu as gardé ton rythme quotidien habituel, le même durée de sortie? C'est quand même plus lent là-bas parce que le sable. Hein. Mais dans la préparation, sur la phase préparatoire, est-ce que tu as intensifié un petit peu physiquement le travail ou pas spécialement? J'ai été marcher un petit peu plus longtemps quand même, oui. J'ai fait des marches de 20 km j'ai fait charbonnière, tout ça. Plus régulièrement? Donc, oui, plus régulièrement. Voilà. Sans contrainte, tu l'as pas vécu comme une contrainte? Ah, pas du tout. Pas du tout. Au service de l'objectif? Non, pas du tout. Toi, Gaëtan, donc moi, c'était t'as un peu bossé pour tout le monde? C'était différent. Alors, je suis pas de nature spécialement stressé, donc je me suis pas pris non plus super longtemps en avance. Tout ce qui était préparation physique, on va dire que j'avais des ultras à préparer avant, donc je me suis servi de ça. Il n'y avait pas d'objectif sur le marathon des sables, donc je me suis plutôt servi de mes courses comme préparation. Par contre, c'était plus la préparation du sac et vivre en autonomie.
Tu peux peut-être illustrer pour nos auditeurs là, les grands sujets. Donc préparer un sac, ça veut dire prévoir quel genre de choses concrètement? Tout ce qui est... Nous, on est parti avec un petit réchaud qui tient dans une boîte 7 cm sur 5 cm. Ouais, Une grosse boîte d'allumettes. Il faut un sac de couchage. Donc c'est vrai que on a tous des sacs de couchage, mais pas forcément appropriés au On peut faire froid la nuit, ouais. Voilà, il faut un petit sac de couchage. Il faut un petit matelas qui n'est pas obligatoire, mais il faut un petit matelas pour dormir. Il faut une trousse de soins. Il faut quand même de quoi se laver les dents. Si on souhaite se laver les dents, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. C'est recommandé. Pour les autres. Voilà, il y a pas mal de choses. La nourriture, on a opté comme beaucoup sur le lyophilisé. Vous avez testé avant ou vous avez découvert ça sur place? Ah, j'ai découvert moi. Alors, avec plaisir ou effroi? C'est trop pigmenté. Okay. Moi, j'avais testé parce que j'ai fait les choses comme il faut. J'ai testé 1 ou 2 fois, ça m'a pas posé de problème. Mais ce qui s'est pas, Gaëtan, c'est que moi, quand j'avais pris... alors lui, il avait dit 2000 calories, mais moi, quand j'avais 800 calories dans la... c'est tout. Puis j'ai marché pareil. T'as un petit appétit de manière générale? Ouais. Ok. Je confirme, elle mange rien. C'est un corps qui fonctionne bien avec ce que tu dépenses et aussi peu de calories. C'est incompréhensible, je ne comprends pas. Oui, tu vois, je l'ai fait. Oui, tu l'as fait. Alors, le soir, je faisais croire que je mangeais, je sais pas. Et t'allais enterrer dans les dunes les lyophilisés. Non, mais ça c'est bien passé. Vous avez bouclé le sac combien de temps avant? Enfin, je me tourne un peu vers Gaëtan là. À l'arrache la veille de l'avion ou ça a été un peu pas de coup de chaud là-dessus? C'est toujours un peu stressant ce bouclage de sac. Ça a commencé un petit mois avant, on va dire, de tout recevoir, de tout empaqueter, mettre la nourriture dans un sac pour chaque jour. On fait, on défait, on refait une centaine de fois à peu près. Du coup, j'ai dû faire pour elle aussi, entre guillemets. Donc j'ai fait encore plus souvent, mais ça s'est fini jusqu'au jour de la course en fait, jusqu'au dernier jour. On refait à l'hôtel, elles ont passé, vu qu'elles avaient rien fait avant, elles ont passé la nuit de l'hôtel à s'engueuler pour refaire le sac, et le sac qui ne fermait plus alors qu'il fermait avant, je l'ai entendu au moins 10 fois, pendant que moi j'étais tranquille en train de regarder une série, parce que je m'y étais pris en avance. Mais on a recommencé quand même le lendemain matin. Non, mais ça s'est bien passé. Les voisins m'ont entendu rouspéter le premier jour qu'on s'est levé, parce que j'arrivais pas à replier son sac. Le duvet, non, le sac. Le duvet. Ouais, c'était pas entraîné. C'est pareil toujours ça. Alors ça, c'est les voisins qui me l'ont dit, ma Paulette. Le premier jour, dis donc, t'as fait vie là. Il y a du juron qui a volé. C'est ça. Ouais. Mais bon, c'est des bons souvenirs. Donc, vous avez fait le choix donc, de distances différentes. Toi, 120 km au global, Gaëtan. Toi, Paulette, 70 km comme ta fille. C'était quoi votre objectif? Le seul, c'était de finir, d'aller chercher la médaille? C'était de finir. Mais en aucun cas, il y a des fois, j'étais comme souvent quand ça m'arrive, quand j'avais fait Saint-Étienne-Lyon, au bout du 50e, j'avais dit allez hop, stop. Puis dans la seconde qui a suivi, j'ai dit non, mais t'es pas venu là pour t'arrêter, quoi. Là, c'était pareil. Je pouvais dire que j'avais mal aux jambes, je pouvais dire que. Mais à aucun moment, j'aurais arrêté. T'as fait la Saint-Élion il y a combien de temps? La Saint-Élion, la dernière fois que je l'ai faite, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans. Okay. Je l'ai faite 2 fois. Si bien que la Saint-Élion, il y avait tout le monde qui se préparait, il y avait tous les gens avec leurs masseurs, tout ça. Puis nous, on était là avec une copine. Puis il y a un gars de Mâcon qui court beaucoup, Thierry Picaras. Et il vient vers moi, il me dit, mais Paulette, mais t'es sûre que tu fais la Saint-É, là? Je dis oui, pourquoi? Il me dit, t'as pas l'air... Moi, je dis, tu sais, quand ils vont donner le départ, moi, je vais partir, comme tout le monde. Et finalement, on l'a fait en marchant, et on a fait une moyenne de 6 à l'heure. C'est bien. Oui, j'étais très contente de moi, on a mis 11 heures. Incroyable. Ouais, c'était super, j'étais contente. Et on est arrivé avant certains coureurs. Bravo. Bon, donc pas trop stressé, quoi, par nature, de ce que je comprends, là. Je pars, moi, je fais, et puis voilà, c'est tout. Et je me dis, t'iras au bout. Donc là, vous étiez confiants tous les deux sur l'issue de la course. Quoi qu'il en soit, vous n'aviez pas prévu de lâcher. En plus, je voulais pas les décevoir. Et puis, alors les voisines avaient dit, on te connaît, tu vas aller au bout du bout. Alors tout le monde pensait que j'allais au bout, peut-être qu'en pensant que j'allais peut-être abandonner quand même. Enfin bref, toujours est-il que j'étais au bout. Et le premier jour, c'était pas gagné parce que j'avais pris du retard. Un petit peu, ouais. Et puis j'ai tout rattrapé sur la fin de la course. Tu vas nous raconter ça en détail, Paulette. Qu'est-ce que vous attendez l'un et l'autre à vivre avant la course là? Qu'est-ce que vous projetez comme envie sur cette course? Comment vous l'imaginez? Moi, j'étais plus tourné, l'imagination était plus tournée sur la vie collective que sur... l'effort physique? Ouais, parce que je connaissais pas la semi-autonomie, l'autonomie. Et sur plusieurs jours, ça faisait beaucoup de monde, presque 600 coureurs. Et je m'étais dit, mais ça sera différent et comment
j'avais hâte en fait de me dire, parce qu'on parle souvent du trail comme un sport où les gens sont bienveillants, où on s'entraide. C'est vrai que sur un ultra ou sur les trails, ça va quand même relativement, ça passe vite. Mais là, je me suis dit, c'est qui ça va être quoi. Et c'est vrai qu'au final, on a plus le temps de parler, plus le temps d'échanger. On est au milieu du désert, donc on n'a pas grand-chose à faire à part discuter, faire un feu, parler de tout et de rien. Donc ouais, c'était plus ce côté-là que la performance pour le coup. Toi, Paulette, est-ce qu'il y avait des questions au-delà on parle beaucoup de la dimension sportive de cet événement, mais c'est effectivement, il y a tous les à côté, l'autonomie, le sommeil, la chaleur. Est-ce que ça t'inquiétait aussi ? Alors le sommeil, moi ça m'a pas du tout, parce que je suis une lève-tôt. À 4h du matin, j'étais réveillée, donc j'ai pas eu de souci de... C'est toi qui réveillais le bivouac le matin, tu faisais sortir tout le monde des tentes ? Je sais pas, mais à 4h, j'étais réveillée, moi j'attendais qu'une chose, que tout le monde se lève. Et puis moi ce que j'ai le plus craint, c'est peut-être la chaleur, parce que la distance par elle-même, je connais... Non, mais finalement, j'ai pas eu la trouille, moi, quelque part, non. Ah non, elles y sont allées. Elles ont quand même une expérience du désert que je n'avais pas. Donc je pense que... On y avait été au mois d'avril au désert. Et finalement, il faisait beaucoup plus chaud au mois d'avril. On a eu plus de 40 au mois d'avril. Ouais. Puisqu'on pouvait absolument pas mettre le pied dans le sable. Que là, on pouvait. Il y a eu effectivement pas mal d'abandon sur le marathon des sables qui se tenait à ce moment-là aussi, fin avril, pour ces raisons-là notamment de chaleur extrême. Votre arrivée sur le bivouac, là, le moment où ça devient très concret et vous découvrez le bivouac, vous avez ressenti quoi ? C'était un moment émouvant, magnifique Magnifique. Pour moi, c'était super. Moi, ah oui, c'était beau, toutes ces toiles de temps, là. Oui. C'était fidèle à l'image que vous projetiez, parce qu'on a plein d'images, on en voit circuler un certain nombre. Quand on y est, là, on se dit quoi ? Non, moi, c'était différent. On avait un schéma un peu avec les alvéoles, la répartition. Et sur le schéma, ça paraît petit. Et quand on arrive, c'est énorme. Ouais. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment beaucoup, tout le monde est excité. On arrive au milieu du désert avec notre sac, on sort d'un bus, on passe large, quoi. C'est un peu incroyable. Mais moi, j'avais surtout hâte d'attaquer la course quand même. Le bivouac, c'était cool, mais j'avais hâte. Ça faisait un moment qu'on était au Maroc, j'avais envie de commencer cette course et de prendre le départ avec tout le monde et de faire la première vraie soirée, quoi. Parce que la veille de course, c'est pas encore là, on sait pas encore à quoi s'attendre. Donc moi, là, c'est une surprise de voir que c'était énorme, mais j'avais surtout, j'avais envie que ça commence. Et ça y est, ça commence. On est le lundi 16 octobre. Vous êtes sur la ligne de départ de la première étape qui fait 24,4 km de ce que j'ai pu voir pour l'un et l'autre. C'est une étape qui est probablement la plus difficile ou la délicate pour toi, Paulette, sur les trois. C'était la plus dure, oui, c'était la plus dure. Ouais. Mais bon, plus dure, mais finalement, elle s'est faite. Hein. Comment tu l'as vécu justement là, cette étape ? Finalement, je l'ai bien vécu, mais c'est marrant parce que j'avais pas l'impression moi qu'il y avait autant de monde et tout. Moi j'étais seule au milieu du désert avec Florence. J'avais l'impression qu'on faisait notre course. Et puis finalement, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on avait pris du retard et qu'il fallait... Il y a les bénévoles qui sont là pour aider un petit peu. Ils n'ont pas le droit de porter votre sac, ils n'ont pas le droit de faire ci, mais ils ont le droit de vous arroser, ils ont le droit de vous encourager. Et donc, de les sentir derrière moi, ça a été un coup de fouet. Et là, on a tout rattrapé le retard. On est arrivé dans les temps. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est quand on est arrivé, c'est qu'il y avait tout le bivouac, ils étaient tous à l'arrivée, qui clamaient mon nom. Ça a été une joie, ça a été tout ce que j'aurais jamais imaginé. C'était joyeux, il y avait mon petit-fils qui était venu à notre rencontre. Eh oui, on vous attendait patiemment. Ouais. Mais c'était... Et après, pendant pendant les 3 jours, les 4 jours, je ne pouvais pas faire un pas sans qu'on m'appelle, sans que... Mais Paulette, mais c'est Paulette qui est là. Ouais. Mais ça a été pour moi un rêve éveillé. Toi, tu avais vu venir le coup là pour la première étape. Tu pourras nous raconter comment toi, tu l'as vécu à titre personnel, mais tu as senti qu'il y avait pas mal de mouvements autour de l'arrivée de Paulette, que dans cette journée-là, finalement, elle commençait tous les regards commençaient à converger autour de Paulette, son profil qui était très étonnant et à part finalement sur la course et de voir qu'elle était en capacité de boucler cette première étape et d'être accueillie par tout le bivouac. Toi, tu as senti monter l'engouement autour d'elle ? Oui, parce que du coup, je suis arrivé quand même avant et du coup, j'entendais un peu ce qui se disait, ce qui se passait sous les tentes de nos repos. À un moment donné, il me semble que c'est Guillaume, le
speaker, si je dis pas de bêtises, qui annonce, parce que les coureurs ne savaient pas forcément qu'il y avait une personne de 80 ans qui faisait la course. Donc quand il a annoncé que dans tant d'heures ou 1 heure, 2 heures, Paulette, 80 ans, à l'arrivée, les gens commençaient à parler et j'entendais des gens qui savaient pas que j'étais son petit-fils. Qui disaient mais comment elle a pu avoir son certificat en rigolant. Cœur vaillant, Paulette. Ouais, les médecins, ça doit être quelqu'un de la famille. Mais vraiment, c'était de l'humour. Hein, donc je me suis permis d'intervenir dans les discussions en lui disant c'est ma grand-mère, c'est moi qui l'ai inscrit. Donc à partir de là, on a commencé à échanger avec pas mal de monde. Et c'est là que j'ai compris que beaucoup de monde avait prévu d'aller l'attendre à l'arrivée. Et là, je me suis dit c'est incroyable. Et du coup, moi j'avais un peu de réseau, j'avais le live sous les yeux. Donc on avait une estimation de quand elle allait arriver. Et là, tout le monde me demandait quand c'est qu'elle arrive, Paulette, parce qu'on veut pas louper l'arrivée. Et du coup, quand ils l'ont annoncé au micro, ils vous ont annoncé bien 20 minutes avant, je crois. Tout le monde est venu 20 minutes avant et tout le monde attendait. Paulette, ouais. Paulette et Florence, ta coach. Et vous avez fait l'étape ensemble, oui. C'était super. Oui, l'arrivée, et c'est vrai que Cyril et Guillaume, ils sont très forts pour ça. C'était génial. Je crois que Cyril vous a accompagné sur la fin en plus, avec le staff. Ouais. Et moi, j'ai assisté au dernier mètre où il y avait presque une dizaine de bénévoles avec vous. J'ai vu qu'ils ont été vraiment au top. Et puis, les gens à l'arrivée, ils étaient heureux, quoi. C'était heureux, festif. Et puis, c'était surtout moi. Il y avait moi, ma fille et Gaëtan. Pour moi, c'était... On peut pas oublier ces moments-là, c'est impossible. C'était très important, c'était... Du bonheur, de la fierté et l'effet de surprise qui amplifie ce moment-là, j'imagine, ouais. Tu t'es fait cueillir par tout ce bivouac, finalement. Et en plus, je l'avoue, j'étais fière, j'étais heureuse, j'étais fière de moi. Je l'avais fait. Tu peux. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que c'était l'étape, donc on a dit qu'elle était potentiellement la plus difficile. Est-ce que là, tu te dis que le reste va être peut-être plus simple et ça te soulage aussi, du soulagement? Il avait annoncé le matin que la deuxième allait être plus facile, mais bon, je n'ai pas tellement trouvé que c'était plus facile la deuxième, je sais pas. Moi, j'étais assez serein parce que Paulette, elle me dit toujours quand elle part en rando que c'est un vrai désert et qu'elle met toujours 2-3 jours à se mettre en route. Ouais. Donc quand j'ai vu la difficulté de la première qu'elle a vaincue, je me suis dit on n'aura pas de problème pour la suite. Puis la troisième, t'as vu, on l'a bouclée on a quand même laissé... j'étais pas la dernière. Il y avait 10 ou 12 personnes derrière, je crois. Est-ce qu'il y a des passages là sur la première étape, j'y reviens, que tu as trouvé plus difficile? Est-ce que le sable mou, c'était plus compliqué? C'est ça qui a été le plus difficile. Et c'est drôle parce que les dunes, finalement, je les ai pas... Je m'en faisais tout un monde avant et Florence a essayé de me pousser un jour. Je lui ai dit non. J'avais mes bâtons, moi. J'avais des bâtons et ça allait très très bien. Et la gestion de l'eau, ça a été? C'est un sujet souvent... Alors, la gestion de l'eau, parlons-en, c'est que moi, j'avais pas le sac adapté. J'aurais eu un sac adapté comme il faut, ça aurait pas fait pareil. Mais chaque fois, Florence était obligée de m'aider pour remettre les gourdes derrière, donc c'était un petit peu problématique. Mais sinon, ça a été... Non, mais on a eu suffisamment d'eau. Et t'arrives à y penser? Parce que c'est parfois... on n'y pense pas. On avait eu suffisamment d'eau, on s'arrosait, il n'y avait pas de souci. Moi, il m'avait dit de bien m'arroser le cou, donc c'est ce que j'ai fait tout le long, Par rapport à certains, ils étaient pas avares en eau. Non, on avait quand même... Et par rapport à certains, moi je suis arrivée en forme, parce qu'il y en a qui étaient... Moi c'est vrai. Petit coup de chaud. Ah ils avaient des coups de chaud, des coups de froid, des coups de ci, des coups de là. Il y a eu du monde à l'infirmerie, oui. Il y avait du monde à l'infirmerie, puis des jeunes. On a parlé un peu de la soirée sur le bivouac, donc Gaëtan qui se balade un peu plus, Paulette plus calme, à pas trop dîner, à faire semblant en tout cas de bien dîner, puis de finalement prendre 800 calories, pas plus. Oui, pas plus. Dodoto, 8 heures, une histoire est terminée. Oui, le soir, très de bonne heure au lit. La nuit, elle est réparatrice? Moi, j'étais bien le matin quand je me levais, j'étais bien. Toi aussi, Gaëtan? Alors, on était bien, mais on dormait pas beaucoup. Je pense que c'est l'excitation qui prend le dessus, parce que j'ai pas entendu beaucoup de monde dire qu'on avait beaucoup dormi, mais ça nous dérangeait pas plus que ça. On se levait en forme, prêt à partir. Ouais. Et encore une fois, le départ, il est animé comme des chefs. Donc, on n'a qu'une envie, c'est d'aller danser, entre guillemets, sur la ligne de départ. Donc non, malgré des nuits pas très réparatrices, on pourrait dire, mais si, on se réveillait prêt à partir en forme. L'envie prenait le dessus. Ouais, carrément. Je sais pas vous, mais moi, un bivouac qui se réveille, c'est mes meilleurs souvenirs de mes... HMDS et Marathon des Sables. Le jour commence à lever, je trouve que c'est les premières lumières, toutes les frontales qui s'allument. Ouais, c'est beau.
Un village qui commence à vivre et à se mettre en mouvement. Ah ouais. C'est vraiment des beaux moments. Puis là, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui sont discrets, donc c'est marrant, on voit tout. Moi, j'ai même vu des petits couples qui sont... Ah, t'as pas vu, toi? Ah non, j'en apprends. On va demander les vidéos à HMDS, on va essayer de récupérer. J'ai vu des petites... ouais. Fait bon, il est jeune. Moi, j'avais pas 80 ans là-bas. Ouais. Ah non, pas 80 ans. Non. Mais des fois, je me pose des questions, savoir si je les ai bien. Ouais. Dans ma tête, je les ai pas. C'est bien? Ça te réussit? Je sais pas si c'est bien, parce qu'il y a des fois, on paraît bête par rapport à certains. Non. Non? Moi, je crois pas ça. Moi, je veux pas croire ça. Cette deuxième étape, donc pour toi, c'était un gros morceau, Gaëtan. On était sur plus d'une 50aine de kilomètres sur cette deuxième étape. Comment tu l'as vécu, toi, sportivement, donc avec cette envie de mettre quand même pas mal d'engagement et de donner le meilleur? Ça a été quoi, ton expérience? Non, deuxième étape, je suis reparti dans le même état d'esprit. Nouvelle expérience dans le sable. Je ne savais pas du tout comment j'allais gérer la récup de la veille. Donc je suis parti en me disant, on va se faire plaisir. J'avais pas envie de me faire trop de mal. J'avais envie de finir, j'avais envie de me faire plaisir pendant 4 jours. On sait que quand on finit mal, des fois, les lendemains sont très compliqués. Donc malgré tout, je suis parti pour me faire plaisir, mais je suis parti quand même devant. Donc les 30 premiers étant partis 1 heure après nous, ils ont appliqué la même règle qu'au Marathon des Sables. J'avais fini 37e, donc j'étais dans les leaders du premier sas. Donc il y a eu ce petit moment de plaisir d'ouvrir le désert. D'ouvrir et de me retrouver longtemps en 3e position dans la première côte. Donc là, c'était un petit bonus de se dire, là, on avait l'impression de vraiment être tout seul. Mais sinon, non, je l'ai plutôt vécu en m'écoutant tout le long. Pas regarder la montre, pas me dire, non, mais il y a un chrono respecté. Et du coup, j'ai rencontré plus de monde que j'aurais pu l'imaginer. J'ai retrouvé des coureurs avec qui j'ai couru la veille, donc David, Perrine. J'ai retrouvé des coureuses en difficulté, Julie. Pas sympa de balancer. Ouais, non, mais en difficulté parce qu'elle était pas dans son assiette, comme on peut l'être souvent sur une épreuve ultra. Et là où je suis fier, entre guillemets, c'est que c'était à mon tour de trouver les mots pour la remobiliser. Ça a duré un petit kilomètre et quand j'ai vu comment elle a fini, en super bien forme, fait le boulot. Ouais, j'ai vécu la chose, l'expérience comme je voulais la vivre. Pas de chrono, plus discuter avec les gens et au final le chrono était loin d'être mauvais. Donc voilà, en plus si on peut permettre de faire un résultat qui est correct tout en s'amusant, c'est génial. Paulette, pour toi cette deuxième étape? Non, on l'a bien fini finalement, oui, on l'a bien fini. Maîtrisé, sauf que je me suis arrêtée, je me suis fait disputer parce que j'avais une ampoule, je me suis arrêtée, je me suis déchaussée. Ma fille m'a hurlé dessus. Tu t'es fait soigner sur un checkpoint? J'ai regardé, alors ça m'a aidé à remettre une peau ou deux qui était soulevée et à remettre comme il faut et finir sans avoir trop mal. Paulette a eu la bonne idée de s'arrêter en plein milieu du désert pour regarder ses ampoules au milieu du sable, alors que Florence, ma mère, lui disait non. J'ai fait donc j'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques mots sympas, quelques échanges sympas. Il y a eu 2-3 petits trucs. Parce que Paulette était têtue et a enlevé sa chaussure dans sa chaussette. Voilà. Souviens-toi, dans les girons. Finalement, après, j'ai bien pu marcher, j'ai fini comme il faut sans avoir mal aux pieds. La partie médicale, là justement, est-ce que tu t'es senti à tout moment en sécurité sur le parcours? Oui. C'est un sujet qui se pose pas. Ouais, je savais qu'il y avait tout ce qu'il fallait derrière moi pour. Non, alors là, j'étais vraiment sereine là-dessus, moi. Vous avez donc bouclé la deuxième étape avec succès. Le lendemain, c'est le traditionnel jour de repos. Comment est-ce que vous l'avez vécu l'un et l'autre? Est-ce que vous avez trépigné en voulant en démordre un peu, en découdre, pardon, et enchaîner avec l'étape d'après, ou vous avez mis à profit cette journée-là très très sereinement? C'était sympa, je discutais avec tout le monde. Non, j'ai trouvé cette journée sympa quand même. Il y a beaucoup de monde qui venait à ta rencontre, la Paulette, dans la continuité de l'arrivée de ta première étape? Ah, mais tout le monde était sur moi. J'ai fait des selfies, je suis partout dans les EHPAD. On a pris des photos pour faire voir dans les EHPAD comment il fallait faire, qu'il n'y avait pas que la salle de bain et puis le canapé du salon, qu'il fallait se bouger les fesses. Donc, je suis partout. T'as vu la dernière dame qui est venue presque en pleurant? Il y avait ta mère, tu y étais? J'ai vu. Elle m'a demandé, elle m'a fait un selfie, elle a voulu un selfie, après elle nous a pris tous. Et elle voulait qu'on soit tous ensemble, et elle partait où? C'était pas une Française, c'était je sais pas. Mais elle m'a demandé ça comme si j'étais la star de je sais pas quoi. Non, mais c'est sympa de vivre ça. Oui. Et beaucoup d'infirmières libérales m'ont demandé des photos pour justement
Inspirer, aider, motiver. Des personnes motivées. Que c'est pas parce qu'on vieillissait que... Et c'est vrai. C'est un très bel exemple, c'est sûr. Parce que moi, je suis partie avec un mal de dos. Quand même, je suis partie avec le mal de dos. Hein. Moi, j'ai mal au dos tous les jours. D'accord. J'ai une hernie discale. Ça t'empêche pas? Non. Faut se bouger. Et plus je bouge, moins j'ai mal. Si je reste un après-midi devant la télé, vous êtes sûr que le lendemain, je suis cassée. Donc, il faut se bouger. Message important. Gaëtan, pour toi, c'est peut-être pas tout à fait la même vision de cette journée-là? Un peu différent. J'ai passé du bon temps. Après, là où je pense que c'est un peu différent, c'est que déjà la première épreuve, j'ai fini quand même quelques heures plus tôt. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps en plus au bivouac. Et le troisième jour, je repos, tempête, petite tempête, mais tempête quand même. On discute. Mais moi, j'avais envie de courir. Je sentais que j'avais les jambes, j'avais la forme. Et du coup, la journée repos, comme si j'en avais pas forcément besoin. J'ai passé un très bon moment. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'avais encore plus envie de courir. Après, le moment qu'on attendait tous quand même, c'était le moment Coca-Cola. Ouais. On ne savait pas si c'était une légende ou si c'était bien vrai. Et tous, comme des gamins, à attendre le fameux Coca frais. C'était surtout le frais qui était important parce que c'est vrai que la journée repos était, je crois, une des plus chaudes et on n'arrivait pas à boire frais. Donc on buvait de l'eau parce qu'il fallait boire. Mais c'était tiède, c'était compliqué. Ouais. Pour moi, c'était pas très reposant. Ouais, mentalement, j'y ai trouvé long. Le Coca fait du bien. Mais le Coca, il passe vite quand même. Vous avez vu qu'un autre moment magique qui était le départ de la 3e étape. Là, c'était plus tôt que les autres jours. Donc ça veut dire départ de nuit. C'était magnifique. Donc vous avez vu le soleil se lever pendant moi, l'effort. J'ai vraiment aimé. Il aurait fallu partir tous les jours à cette heure-ci. Tu partages ce point de vue? Ah oui, la première étape, on est parti plus tard que prévu. On était un peu déçus parce qu'il fait chaud. On sait qu'il va faire chaud. Là, quand on nous a annoncé qu'on partait bien à 6h à la frontale, en plus, une belle première ligne droite où on voyait bien le soleil se lever avec les mini-dunes. Là, c'était magique. C'était top. En plus, c'était une étape qui était un peu plus roulante. Du coup, ça partait très vite. Et j'ai trouvé ça super, courir à fond dans le désert avec la frontale. C'était encore mieux. Et encore une fois, franchement, le 3e départ, encore une fois, animé de nuit. C'était grosse musique à fond. Tout le monde dansait malgré un peu de fatigue. Et on savait que c'était la dernière. Déjà, là, c'est ça, de dire que c'est la dernière. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie? Oui. On sait que c'est la fin. On sait que c'est la fin. On sait que c'est pas la plus dure en plus. Ouais, déjà la nostalgie. Mais le départ en frontale de nuit avec le lever de soleil pendant la course, c'était magique. C'était beau. Comment elle s'est passée, là, l'arrivée qui était synonyme de médaille pour vous? Ça a été aussi émouvant, peut-être pas autant que la première étape qui a été particulièrement prenante. Sur scène, ça m'a quand même... C'était un peu plus tard la scène, mais l'arrivée de la 3e... Le moment de franchir la ligne d'arrivée, la médaille... beaucoup plus tôt que tu ne pensais. Hein. Pas plus tôt que je ne le pensais, plus tôt que le site, le live vous annonçait. J'ai failli louper l'arrivée à cause, entre guillemets, du live. Ah ouais, parce qu'on a fait fort, là, quand même. Hein. Ah ouais? Oui, on a bien carburé sur la dernière. Marché, ouais. Si elle avait eu 10 étapes, ça aurait été... à 3 km, j'ai dit, oh là là, Florence, j'ai très mal aux jambes. Elle m'a dit, maman, on n'est pas là pour... j'en dirai pas plus. Elle se fait botter le cul. Et puis, oula, j'ai dit, bon, je suis repartie. Alors, on voit les toiles de tente, on les voyait au loin. Mais plus on avançait, plus elle reculait. C'était incroyable. Non, mais on est bien arrivé quand même. Ça s'est bien passé. Et ce moment de la médaille, là, j'imagine que Cyril vous attendait pour vous la remettre. Ah, là, ça a été un moment très fort. Mais il y en a un qui a fait plus fort que moi, c'est les handicapés. Hein. Eh oui. Ah oui, moi, j'ai été admirative devant ça. C'est une personne qui a été victime des attentats du Bataclan, si je c'est ça. Ils ont fait en fauteuil, en joëlette. Ouais. C'est ça. Ils ont fait ça en fauteuil pour essayer de développer justement le marathon des sables pour accueillir les personnes en mobilité réduite. Et là, c'était un essai qui a priori était assez concluant dans ce qu'ils nous ont dit. Donc c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est une belle initiative pour la suite. Donc c'était pas une joëlette, c'était un fauteuil, c'est ça? Oui. Ok. J'avais pas la nuance en tête. Important de préciser. Vous avez donc réussi tous les deux votre médaille de finisher. Donc Gaëtan, tu as passé une quinzaine d'heures dehors sur ces 3 étapes. Plus de 20 heures pour toi, pour quand même donner aussi une idée à nos auditeurs de l'intensité de l'effort et l'engagement pour chacun de vous. C'est quoi, selon vous, qui a fait que vous avez réussi à aller au bout de ce projet
C'est la détermination sans faille dès le début. Ah ben moi, j'y allais pour gagner, j'y allais pas pour abandonner. Hein. Et c'est le fait d'avoir été entouré, que Florence soit avec toi, Florence, Gaëtan, bivouac, tout ça, Florence, ça contribue. Oui, ça contribue beaucoup. Ouais, Florence était là aussi. Elle m'a quand même bien soutenue. Hein. Puis des fois, je dis, elle aurait pu faire ça avec Gaëtan. Moi, ça me... Ouais. Non, mais elle a été super. Finalement, on a fait ça à 3. Hein. Oui, on a vécu... Ouais, on a vécu une chose extraordinaire. Toi aussi, pour toi Gaëtan, là, ce qui explique que ça se soit bien passé. Oui, bah moi, j'avais quand même pas trop de doutes, sauf blessure, de pas terminer. C'était plus de vivre ça à 3 et de les voir terminer. C'était ça le but du jeu. De me dire que je me suis pas trompé. Ouais. De me dire que je vais rentrer sans me faire insulter par les cousins et la famille. La Thalasso attendra. Moi, mais ils sont tous heureux. Hein, ouais. Tous. J'imagine qu'eux aussi doivent être fiers. Ah oui, ils sont tous fiers, ils sont tous contents. Ils étaient... Donc ouais, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et mon fils a découvert ça, lui, devant... Stade 2. Stade 2. Okay. Il regardait Stade 2, il dit, mais c'est ma mère. Mais c'est pas possible, il savait pas quoi. On savait pas non plus. Il était fou. Il était heureux. Hein. Non, c'était beaucoup de fierté. Ouais, mais tous mes petits-enfants, même les plus grands de mes arrière-petits-enfants, Léoane, tout ça, Thibaut, ils étaient tous contents, tous. Ouais. Bah, je vais laisser une trace. Hein. Pas que pour ça, mais aussi avec cet accomplissement. Avec ça, ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette course, sur toi, Paulette ? Elle m'a appris... mais c'est... Moi, ce que j'ai aimé, c'est cette jeunesse. Parce qu'il y avait des jeunes, ils avaient 20 ans, 25 ans. Ils ont tous été avec moi, mais c'était... alors, on parle de la jeunesse d'aujourd'hui qui se fout de tout, mais là, dans le sport, malgré tout, il y a quand même quelque chose de fort. Une bienveillance très présente. Ah, ouais. Et c'est vrai, particulièrement dans la course à pied, on ressent beaucoup ça. Et ça, j'ai trouvé ça super. Je n'ai jamais entendu prononcer mon mot aussi. Oh là là, Paulette. Je ne pouvais pas aller aux toilettes, je ne pouvais pas aller là. On m'appelait de tous les côtés. 3 gardes du corps pour Paulette, à Ouarzazate. Oui, c'est ça. Parce que tu as découvert aussi dans le bus un peu l'ampleur, parce que là on parle, tu avais la perception de l'engouement qu'il y avait autour de toi sur le bivouac, mais tu as mesuré a posteriori à l'issue de la course qu'il avait largement débordé, notamment par les réseaux sociaux, du fait qu'un certain nombre d'influenceurs te mettent aussi en lumière. Ça a été une jolie surprise aussi, une cerise sur la cerise du gâteau. Ça peut donner des idées à d'autres, c'est bien, plutôt que de rester dans son fauteuil. Hein. Oui. C'est ça le message. Vous avez profité de Ouarzazate après quand même, vous êtes accordé du bon temps, bien mérité. Ouarzazate à l'issue de la course, pas trop. En fait, on en a profité avant. Parce qu'on est venu un peu avant pour rendre visite à leurs amis et surtout apporter des tentes. On a apporté du matériel pour les victimes du séisme, donc on a profité un peu plus avant. Parce que notre famille d'accueil, ils n'ont plus de maison. Hein. Ah oui. Ouais. Après, un peu moins. On s'est reposé. Hein. Moi, j'ai profité de la piscine de l'hôtel. Il y avait une visite organisée, mais c'était un peu ric-rac. On a préféré se reposer. Ouais, on était bien à l'hôtel. Après, c'était vite le retour quand même. Hein. Non. Il y a eu beaucoup de bus, 2 fois 6 heures. Hein. Oui. Donc, pas beaucoup de temps de profiter, mais on s'est reposé. C'était agréable aussi. Ouais. Physiquement, pas trop de traces après, mais rien du tout. Moi, une fois que c'est fini, non, j'ai pas eu de courbature, rien du tout. Mais ce qui s'appelle rien. Incroyable. Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas vu beaucoup boitiller. Donc, Non, mais non, tu n'as pas pu me voir boitiller. Oui, c'est ce que je dis. S'il n'y en avait qu'une seule, une image que l'un et l'autre vous retiendriez de ce marathon des Sables Maroc. Une seule image. Ouais. C'est tous les 3. À quel moment la première... Première étape La première étape. Elle m'a marqué. Du coup, moi, je ne peux pas donner la même. On n'en a pas parlé, c'est hors contexte course. C'est la dernière soirée DJ dans le désert. Et quand je me suis rendu compte, parce que du coup l'emploi du temps a été chamboulé, on devait faire la dernière soirée gala à l'hôtel. Mais c'était voilà. Et au final, ça s'est fini soirée dans le désert. Du coup, tous ces coureurs qui dansaient autour du DJ. Ouais, moi, il y avait un peu de tempête aussi à ce moment-là, non ? Il y a eu ce jour-là ? Oui, c'était le soir de la tempête, mais à ce moment-là, c'était plus calme. Puis je crois qu'à ce moment-là, on avait oublié en fait. Bien sûr, oui. Et on dansait dans le désert. Et c'est assez incroyable de se dire qu'on... On a dansé dans le désert pendant des heures. Moi, j'ai fait nuit blanche. Je me suis pas couché avant de prendre le bus à 5 heures. Donc j'ai rencontré encore des nouvelles personnes.
Et du coup, rien à voir avec la course. Mais génial. Ouais, danser dans le désert, au milieu du désert, c'était assez ouf. Ouais. Pour moi, c'était marquant. Ouais. Et on a couché presque à la Belle Étoile, là. Oui. Plus de tentes. Les tentes étaient envolées. Envolées. Donc, on a couché sur un tapis. Le matin, on tâtonnait. Je connais pas. Excusez-moi, monsieur. C'est ça. C'était marrant. Est-ce que ça vous donne envie d'y retourner ? Moi, maintenant que je sais comment que ça fonctionne, je m'y prendrai un petit peu autrement. Sac à dos la moitié, plein de choses différentes. Les bouteilles d'eau devant, pas derrière. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, moi, je... Partante, toujours Ouais. partante, globalement, Paulette, Oui, pour oui. de nouvelles choses, Oui. des challenges, Oui. j'ai l'impression. Oui. Bon, moi, c'est pareil. Avec maman, on parle déjà de ça serait que maman, on repartirait l'année prochaine. Moi, ça serait pareil. Après, on ne peut pas tout faire tous les ans. Mais bien sûr que si, on va étudier pour repartir. On regarde pour la Jordanie, Namibie. Et pourquoi pas faire le marathon, le gros marathon des sables. Ça, c'est quelque chose qui reste en tête. Ouais. C'est pas fini de vos aventures communes, en tout cas. Ouais. C'est la dernière question de ce podcast. C'est non pas le mot de la fin, mais le motto de la fin. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre formuler ou m'exprimer une devise qui peut être l'illustration de votre philosophie de vie ou de la façon dont vous avez vécu cette aventure ou votre rapport au sport. Un peu voilà une devise qui est un peu votre guide et votre façon de voir globalement la vie. Alors moi, j'ai une devise. C'est quoi que je devienne, toujours rester celle que je suis et me rappeler d'où je viens. Voilà, c'est ça. On a senti dans ton franc-parler, voilà, tu parles sans filtre, tel que tu es. C'est Ouais. une belle qualité. C'est comme ça. Et toi, Gaëtan ? Et ben moi, on va dire qu'elle aura évolué, je pense, au fil du temps. La devise du moment, ça serait... alors, c'est une phrase que je tire de Mike Horn. C'est un peu lui aussi qui m'a mis un peu dans le trail, dans l'aventure, avant de me mettre dans le trail, on va dire. Et il a une phrase qui m'a marqué et qui dit que... alors, mot pour mot, je l'ai peut-être pas. C'est l'idée. Ouais, c'est l'idée, c'est qu'il dit que pour prendre la route, il suffit d'avoir 5% des réponses aux questions qu'on se pose. Et les réponses restantes, elles viendront en marchant le long du chemin. Je trouve que ça me correspond assez depuis quelques années. Ouais. Il faut se lancer, il faut oser, il faut se donner les faut y moyens aller. aussi. Et si on attend d'avoir toutes les réponses, on fait rien en fait. Moi, j'aime bien me lancer quand même. Merci à tous les deux, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette course qui dépasse très largement le seul cadre sportif dans lequel la notion de partage a été sublimée. Et puis plus encore, vous, tous les trois, on n'a pas entendu Florence, mais en tout cas ce lien qui vous unit familial et ce lien de cœur surtout, qui a été mis à l'épreuve dans des conditions exigeantes, quoi que vous en disiez. Vous l'avez bien vécu, mais c'est quand même un sacré challenge que vous avez relevé. Donc bravo à tous les deux pour tout ça. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à l'avenir, beaucoup de moments de partage. Il y en a beaucoup au quotidien, que ça continue. Et puis on a très hâte de suivre votre prochaine aventure, puisqu'on l'a compris, puis on a la conviction, en tout cas moi, qu'il y en aura forcément une autre et plein d'autres. Donc j'ai hâte de voir votre trajectoire et puis tous ces beaux moments qui vont vous unir encore ensemble. Merci Guillaume, Merci c'était beaucoup, vraiment c'est un gentil. échange sympa. Sympa, Et oui, c'est vrai. ça remémore des belles histoires. Oui. Merci à vous, c'est un On s'en très chouette rappellera moment. toute notre vie. La mienne est plus courte. Vous pourrez écouter le podcast en tout cas là pour vous remémorer là, dans quelques temps. Exactement. Encore. Merci à tous les deux. Merci à toi. beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.